bonjour. Ah, merci pour l'accueil. Eh ben, installe-toi. Bon, on s'assoit alors, ok. Voilà, Il y en a qui sont bien là. Ah, franchement, là, c'est. On est aux premières loges. Voilà, c'est. Toi, t'es prêt à recevoir, toi. À recevoir, c'est exactement ça que j'adore. Bon, en tout cas, ravi, Eric, de te recevoir parmi nous, de pouvoir partager, de pouvoir profiter de ton retour d'expérience. Je suis convaincu que tout le monde est très heureux de pouvoir profiter, vivre ce moment, que ce soit ceux qui sont présents, que ce soit nos élèves du CFA, pour qui on organise évidemment cet événement. Pour ceux qui vivraient dans une grotte et qui ne te connaîtraient pas, ouais. Est-ce que tu veux bien te représenter et nous dire qui tu es? Bien sûr. Donc, je m'appelle Eric Larchevêque, je suis entrepreneur. J'ai fondé ma première entreprise en 1998, donc il y a un certain temps. J'en ai fait une dizaine, hein. Je ne vais pas faire tout mon parcours. Mais je suis surtout connu pour avoir cofondé Ledger, qui est le leader mondial des solutions de sécurité pour cryptoactifs. On fait des coffres-forts pour Bitcoin et qui est une des licornes françaises. Et je suis connu du grand public et peut-être de vous pour certains parce que je participe à l'émission Qui veut être mon associé sur M6, dont je viens juste de terminer le tournage de la 4e saison avec Anthony Bourbon, Marc Simoncini, Jean-Pierre Nadir, Tony Parker, et puis deux nouvelles, Kelly Massol, et puis Stéphanie Delestre. Bon, qu'est-ce qui a fait que tu sois devenu... on peut l'applaudir. Merci. Qu'est-ce qui t'a fait devenir entrepreneur? Parce que tu l'as dit, le nombre de succès qui sont les tiens ne seront plus. Tu as même raccourci, on te remercie de ta modestie et de cette humilité. Comment on devient entrepreneur comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'étais tout petit, je voulais être pâtissier. Mais je me suis vite rendu compte qu'en fait, ça n'allait pas bien marcher parce que je n'étais pas très doué de mes mains. Et ça gagne moins de rond. Alors, ça, c'est pas du tout un facteur en fait que j'avais à l'époque. Par contre, j'ai toujours été convaincu, même petit, que j'aurais jamais de problème d'argent. C'est-à-dire, j'avais cette confiance en moi. Je me disais, quoi qu'il arrive, j'aurai de l'argent, j'en gagnerai. Alors, j'étais dans une famille qui était, on va dire, aisée, mais sans plus. On avait de quoi manger. Enfin, il n'y avait pas de problème. Mais on n'était pas non plus des gros bourgeois. J'étais à Vierzon, hein, au centre de la France. Et je me suis intéressé assez tôt à l'informatique et j'ai fait donc des études d'ingénieur en informatique et plutôt en microélectronique. Et moi, ce qui m'a toujours défini, en fait, c'est ma quête de liberté. J'ai toujours aimé être libre, j'ai toujours voulu faire ce que j'avais envie de faire. Et quand j'ai fait mon stage de fin d'études chez Philips Semiconductor, près de Paris, j'ai vu ce que c'était que travailler dans un grand groupe avec des ingénieurs qui marchaient comme des âmes en peine dans des bâtiments sans âme. Et le soir, je rentrais, je disais, mais comment ils font pour ne pas se pendre tellement, en fait, je trouvais ça dur de bosser sur des sujets extrêmement... où ils voyaient qu'un petit bout, ils étaient qu'un rouage dans la machine. Et là, je me suis dit, non, je ne veux vraiment pas faire ça. Et c'était à l'époque, en 96, où Internet commençait à se développer. Et l'un avec l'autre, j'ai vu les opportunités. Je me suis dit, en fait, le plus simple, c'est que je crée mon entreprise. On ne disait pas entrepreneur à l'époque, parce qu'un entrepreneur, c'était un gars qui faisait du bâtiment en 96. Mais en tout cas, je me suis dit, je vais faire ma boîte. J'ai commencé comme ça. Puis après, je n'ai plus jamais regardé derrière parce que j'étais heureux. Parce qu'en fait, je faisais ce que j'avais envie de faire. Et fondamentalement, c'est toujours ça qui a guidé mes choix de vie. Et au final, je pense que tu as forcément facilement le chiffre. Tu as créé combien de sociétés? J'en ai créé, je pense, 10. J'en ai créé 10. Alors, toutes n'ont pas bien marché, hein. La première, je l'ai arrêtée parce que j'ai fait la deuxième. La deuxième, je l'ai vendue, ça s'est bien développé, je l'ai vendue 27 millions d'euros. La troisième, c'était du développement immobilier en Roumanie, je la possède toujours. La quatrième, c'était de l'IT en Lettonie, ça n'a pas marché. La sixième, c'était un hôtel à Riga en Lettonie, mais ça existe toujours. La septième, c'était des tables de poker, c'était de l'ébénisterie, ça n'a pas marché. La huitième, c'était Prixing, un comparateur de prix qu'on a développé, on a levé des fonds, mais je l'ai arrêté parce que je me suis dit ça, j'en ferai pas une licorne, donc j'ai décidé de l'arrêter pour faire la huitième qui était la maison du Bitcoin, qui était en fait un endroit pour parler du Bitcoin et découvrir des choses, qui m'a donné
qui a créé en fait la 9e qui est Ledger et qui a aussi donné lieu à la 10e qui est CoinHouse, qui est aussi une entreprise dans le domaine des cryptoactifs. Donc voilà. Est-ce que tu as eu doute à un moment donné, puisque tu as des entreprises qui évidemment sont très bien, ont très bien vécu, des expériences qui sont très bien déroulées, d'autres moins. Est-ce que les expériences qui se sont moins bien passées t'ont mis le doute ou ont remis en cause quelque chose chez toi que tu n'avais pas avant effectivement cette sortie peut-être moins heureuse que d'habitude? Alors, j'ai jamais douté de rien. C'est-à-dire que j'ai eu des moments très difficiles, pour être très clair. Et mes moments les plus difficiles ont souvent été avec les boîtes qui ont le mieux marché. Parce que quand on avait des échecs, bah, je voyais vite qu'on allait faire un échec, que ça n'allait pas fonctionner, que ce qu'on pensait qui serait un succès et qui marcherait finalement, on allait dans le mur. Bah, on se fait vite une raison et puis on passe à la suite. Par contre, quand on est dans une espèce de spirale de succès ou vraiment une croyance que cette entreprise peut marcher malgré tout, et c'était le cas de Ledger, où les 2 premières années ont été extrêmement difficiles, où c'était la traversée du désert, on n'y arrivait pas, tout le monde nous disait d'arrêter, de changer, de pivoter, mais nous, on croyait fermement en fait, au fait qu'on avait raison avant les autres. Bah, c'est dans ces moments-là où on n'est pas face en fait à l'échec, parce que l'échec n'est pas encore là, mais on est face à l'adversité. Et là, on se pose la question, est-ce qu'on dit, est-ce que je dois continuer? Est-ce que j'ai raison? Ou alors, est-ce que je dois arrêter et faire autre chose? Parce que quelle est la différence entre l'obstination, la résilience? Ça, ce sont des vraies questions qui se posent, et on pourra peut-être en parler tout à l'heure, parce que c'est un vrai sujet d'entrepreneur. Mais c'est vraiment dans ces moments-là où j'ai le plus, on va dire, souffert, où je me suis plus posé de questions, parce que ça a été un parcours assez difficile. Un Ledger, c'est pas un succès en fait comme ça où ça a tout le temps monté. On a eu beaucoup de moments où je me suis dit bon bah ça y est, c'est la fin, on va pas y arriver. Il me reste juste cette chance-là pour réussir à relever des fonds, pour réussir à refinancer l'entreprise, parce que il a fallu au total avec Ledger, on a dû lever 500 millions d'euros pour y arriver quand même. Donc il a fallu aller les chercher, et puis les plus difficiles, ça a été les 15 millions, les 15 premiers millions. Après, ça a été plus simple pour certains, mais il y avait des moments où on pensait vraiment qu'on n'allait pas passer, qu'on n'arriverait pas à convaincre. Et c'est dans ces moments-là, oui, où c'est pas tellement du doute, mais c'est là où on se dit qu'on doit aller chercher vraiment. Douter, tu n'as jamais. Non. Douter. Alors, moi, j'écoute. Je me repose et je suis tout à fait capable de prendre du recul et de reconsidérer les choses et de revoir les choses d'une façon différente. Mais pour moi, ce n'est pas du doute. C'est-à-dire que, en fait, dès que j'ai une peur, parce que le doute, quelque part, c'est un peu une peur, on se pose des questions, on se dit, est-ce que En fait, j'ai toutes mes peurs, je les échappe par l'action. C'est-à-dire que quand j'ai une peur, quand je me dis, bah, je ne sais pas, je ne vais pas y arriver, bah, je suis tout de suite dans l'action et je vais commencer à faire quelque chose, à tester, à expérimenter, à prendre des décisions. Pas le temps de procrastiner. Non, jamais. Moi, j'ai toujours été en inbox 0, par exemple. C'est-à-dire que je lis tout le temps mes mails et Enfin, c'est pas que je surprends mes collaborateurs ou les partenaires, mais quand on m'écrit, on a souvent une réponse extrêmement rapide parce que je lis tout le temps mes mails. Alors, ça ne veut pas dire que je réponds à tout le monde tout le temps en permanence, etc. Mais il y a des gens, je vois leur boîte aux lettres, ils ont 12 000 mails où ils ne lisent pas, ils en lisent la moitié, ils sont perdus. Moi, je reçois pourtant beaucoup de mails, hein, comme tout le monde, mais je les traite au fur et à mesure. Et donc, et quand j'ai quelque chose à faire que je dois faire et que je n'ai pas envie de faire, bah, je le fais. Parce que j'ai toujours pris mes décisions pour limiter ma charge mentale, parce que j'aime bien être libre, hein, ça revient beaucoup à ça, libre dans ma tête. Et donc, si je peux évacuer quelque chose de chiant, bah, je vais le faire tout de suite. Et je commence toujours par les choses les plus difficiles. Alors évidemment, il y a des fois, on remet, techniquement, ça m'est arrivé de remettre des choses que j'avais vraiment pas envie de faire, mais ça reste quand même l'exception. Et d'une manière générale, voilà, je m'assois et je déroule et j'exécute et j'essaye vraiment de tout vider pour me libérer l'esprit. Et c'est vrai que c'est super agréable de se dire, ok, tous les trucs pourris là, ça y est, je les ai faits. Maintenant, je vais pouvoir me concentrer vraiment à créer de la valeur parce que justement, j'ai réussi à retirer un peu tous les nuages noirs qui tournaient autour de ma tête. Et pour arriver à garder cette situation, bah, il ne faut pas se faire submerger et donc il ne faut pas procrastiner, enfin pas trop. Il faut bosser, il faut tout le temps être dans l'action. Nous, on a quand même quelques exemples qui sont en inbox 0 aussi.
Ils ont des méthodes pour jamais avoir de mail et ils te partageront comment ils font. En fait, ils ont coupé leur mail. C'est ça. Moi, j'ai plus de mail. Non, mais. Peut-être juste revenir sur Ledger pour ceux qui ne savent pas, parce que beaucoup ont conscience du succès. Vous êtes créé quand? Vous avez été une licorne à compter de quand? C'est quoi les chiffres des 2 premières années? Est-ce que tu peux juste nous remettre un peu en perspective avec quelques métriques? Ouais, bien sûr. Bon, parce que bon, on dit une licorne, une boîte à milliards, ok, au bout de 9 ans, tu vois, on a tendance à te voir toi à la télé, on voit que le succès. Quand tu dis que tu as souffert, c'est presque compliqué, comme tous les mecs qui ont réussi. Voilà, tu es à l'aise, parfaitement d'ailleurs, on a passé un très bon moment et merci encore. C'est compliqué de concevoir que tu as vécu des moments compliqués. Et dernière question, c'est quoi compliqué pour Eric? Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Alors, Ledger, on l'a créé en 2014, donc on était 8 cofondateurs. Et c'est un des succès en fait, de Ledger, c'est d'avoir été 8 associés qui se sont alignés sur la même vision et qui ont tous contribué à leur manière et chacun dans leur couloir en fait, de nage à avancer dans la même direction et de faire de Ledger in fine un succès. Mais clairement, ça n'a pas été dès le début la belle aventure parce que on a commencé dans l'adversité. Lorsqu'on a lancé Ledger, Bitcoin était officiellement mort. C'est-à-dire ça valait 200 €, plus personne ne voulait en entendre parler. Et on était sur un univers en plus du hardware, c'est-à-dire qu'on fabrique des produits. Et ça, c'est quelque chose que les fonds d'investissement n'aiment pas. Donc, quand on faisait à la fois du hardware et du Bitcoin, de la crypto, on était vraiment dans une certaine forme d'adversité parce que les gens nous disaient que ce qu'on faisait était dans un univers qui n'allait pas fonctionner. Et en plus, pendant 2 ans, ils ont eu raison. C'est-à-dire que si on regarde le chiffre d'affaires de Ledger, on devait faire entre 5 et 10 000 € par mois de revenus, alors qu'on était 20. Donc je ne raconte pas, ça cramait du pognon, un truc de malade. Alors évidemment, on a réussi à lever de l'argent. Et si on a réussi à lever de l'argent, 1,2 million d'euros quelques mois après la création de l'entreprise, c'est parce que j'avais cette légitimité d'entrepreneur d'avoir réussi à vendre des boîtes. Et donc, ils disaient, bon... Ils ont prêté à toi, pas au projet. Voilà, c'est ça. En fait, Cyril Bertrand de Xange a dit, bon, parce que j'avais aussi des super associés, des techos qui venaient de l'univers d'Auberture, de la carte à puce, on avait vraiment une équipe quand même triple A, hein, comme on dirait. Ils disaient, bon, c'est pas grave, ils vont faire autre chose, mais ils vont réussir à faire quelque chose. À un moment, ils vont arrêter leur connerie avec le Bitcoin, mais c'est une belle équipe. Et donc, on avait cette légitimité, on a levé de l'argent là-dessus. Ensuite, on a eu des aides de BPI Région Centre parce qu'on était installé à Vierzon en partie. Et donc, comme ça, on a réussi à tenir pendant 2 ans. Mais pendant 2 ans, le chiffre d'affaires était quasiment zéro, quoi. C'était nul. Et tout le monde nous disait, mais vous n'allez pas y arriver, il faut arrêter. Les gens ont des téléphones, ils ne veulent pas acheter un truc en plus, ça n'a aucun sens. Mettez plutôt vos technologies dans les téléphones. Et nous, on disait, mais non, ça ne peut pas marcher, ça fonctionne, c'est pas assez sécurisé, etc. Et donc, pendant 2 ans, ça a été vraiment la traversée du désert. Mais comme on était certain qu'à la fin, on avait raison, parce qu'on pensait... En fait, notre plus grande peur et notre plus grande crainte, c'était d'être arrivé trop tôt. Parce que parfois, on dit « ouais, j'arrive trop tard », mais ça, c'est pas grave, en fait. On peut toujours rattraper. Mais arriver trop tôt, ça, on peut rien faire. Quand on arrive trop tôt sur le marché, c'est juste irrattrapable. Et ça, c'était vraiment notre peur, parce que on savait qu'à un moment, le marché allait remonter et que donc, mécaniquement, le fait d'avoir besoin de sécuriser des cryptoactifs qui valent plus d'argent, ça allait devenir vraiment un besoin important, mais on ne savait pas quand. Et c'est en 2017, que les choses ont commencé un petit peu à bouger. Mais avant, vraiment, on devait lutter complètement contre ces vents contraires, ces gens qui nous disaient d'arrêter. Et surtout, on était arrivé à un moment où on n'avait plus d'argent. On se disait, on doit absolument lever 5 millions d'euros pour continuer. Hein, et pourquoi 5? Parce qu'on avait déjà levé 1,2, machin, on s'est dit, on ne va pas relever 2 millions. Et donc, vu l'effort qu'il faut pour lever des fonds, il faut aller en chercher plus. On a fait un roadshow, j'ai fait un roadshow, j'ai vu 50 fonds d'investissement un peu partout, et je me suis tapé vraiment 50 coups de pied au cul. Personne ne voulait me voir, personne ne voulait me parler. Les gens disaient, mais non, mais vos trucs, ça ne marche pas, le Bitcoin, ça ne marchera pas, le hardware, ça ne sert à rien, faites plutôt du SaaS. Et je me rappelle très bien aller voir ma femme un soir en disant, bah là, je crois que c'est mort. Je crois qu'on va planter. En plus, on avait une vingtaine de personnes qui bossaient avec nous, donc il y a cette responsabilité, en fait, c'est ça qui était vraiment dur. Et on devait en même temps aller remotiver les équipes, parce que j'ai toujours une
en fait une culture de la transparence en interne, hein, de dire bah voilà où on en est, bah, on n'y arrive pas, c'est compliqué, on va peut-être crever, la boîte va peut-être aller au tapis, mais bah, il me reste une chance, effectivement il me restait une seule chance de voir un fonds d'investissement qui peut-être s'intéressait, c'était Maïf Avenir, donc de l'assureur Maïf. Et en 2016, c'était l'époque de la blockchain, c'est-à-dire qu'on disait le Bitcoin c'est nul, mais la blockchain c'est génial, ce qui ne veut rien dire, mais je me suis aperçu qu'il y avait ce phénomène et qu'eux étaient vachement intéressés par faire de l'idéation blockchain, enfin du bullshit total. Et je me suis dit, ok, c'est ce qu'ils ont envie d'entendre, ils vont entendre exactement ce qu'ils ont envie d'entendre. Et donc j'ai complètement jeté à la poubelle en fait le deck de Ledger. J'ai pitché une entreprise basée sur de l'idéation blockchain autour des entreprises, blablabla. Ils ont accroché et ils ont lidé le tour. Donc, ils ont investi 2 millions d'euros. On a réussi à ramener des maximalistes Bitcoin derrière de différents pays. Donc, on a pu faire le tour à 5 millions. Et donc là, ça a été vraiment les montagnes russes. Parce que ça a été un déclencheur. Enfin, le vrai déclencheur, ça n'a pas été ça. Le vrai déclencheur, ça a été qu'à partir de fin 2016, début 2017, le Bitcoin a commencé à monter. D'accord ? Et là, le chiffre d'affaires a commencé à monter. Et on est passé de 5-10 000 euros par mois à 5-10 000 euros par jour. Donc là, on commençait un peu à être un peu plus intéressant. Et, chose incroyable, mon téléphone a commencé à sonner, quoi. Et il y avait des fonds d'investissement qui m'appelaient, qui me disaient « Ouais, machin, bidule ». Les mêmes qui t'avaient dit. Bah ouais, non, bah ouais, exactement, parce que là, on sentait qu'il se passait quelque chose dans le marché. Et à un moment, on a eu un décollage vertical. C'est-à-dire que là, parabolique. En fait, pour faire simple, en 2017, on pensait vendre 30 000 unités de nos produits. Hein, c'est des petits devices qui ressemblent à des clés USB. Au final, on en a vendu 1 million. Donc le chiffre d'affaires des 2 premières années, ça a dû être 200 000 euros, peut-être 400 000 euros, 40 millions. Alors peut-être juste pour s'arrêter sur ça, parce que c'est intéressant. La question que beaucoup se posent, et pas forcément juste parce qu'ils ont envie de te la poser à toi, mais que les gens se posent vis-à-vis d'eux-mêmes, comment tu fais pendant 2 ans pour affronter des non permanents, pour être opposé et pour aller d'échec en échec, et pour ne jamais douter en fait, pour avoir la même conviction, puisque sauf erreur et tu me coupes bien évidemment, mais quand tu choisis de mettre ton deck de côté, tu n'as pas mis ton projet de côté. Non. Tu as choisi de dire, je leur dis ce qu'ils ont besoin d'entendre pour que je continue mon projet. Oui. Donc quelque part, tu acceptes de mentir, ou tu te dis de toute façon, j'ai pas le choix, et j'ai tellement pas le choix que je vais mentir à des gens pour continuer de faire un truc, alors que ça fait 2 ans que tout me démontre que ça marche pas. Oui. Comment tu trouves la force intérieure pour faire ça? Et comment tu conseillerais quelqu'un ou comment tu aiderais quelqu'un pour qu'il puisse s'inspirer de ça et trouver une force également sur le sujet? Alors, c'est un vrai sujet qui revient souvent dans l'entrepreneuriat, de savoir est-ce qu'on doit continuer ou s'arrêter. Et effectivement, j'ai été confronté, comme vous, comme tout le monde, à ce dilemme. Et il y a une image qu'on aime bien utiliser pour illustrer cette problématique, c'est celui qui mine dans une mine, chercheur d'or, qui va passer des années et des années à creuser son filon, et puis à un moment, il dit j'arrête là, ça fait des années que je creuse, je trouve rien, j'en peux plus, et puis il lâche l'affaire, et il vend la mine. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était à 1 mètre du filon d'or qui valait extrêmement cher. Alors cette image, c'est de la merde en boîte, je vous le dis tout de suite, parce que la réalité, elle est très différente, et je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas aussi simple que ça. Le chercheur d'or, si c'est un professionnel, si c'est quelqu'un qui sait vraiment chercher de l'or, qui sait comprendre un petit peu ce qui lui arrive, il est capable d'analyser en réalité la terre, ce qu'il retire. Il est capable de regarder s'il y a des signaux faibles qui indiquent qu'il peut y avoir un gisement aurifère pas loin ou pas du tout. Donc, si c'est quelqu'un qui connaît bien son métier, qui est capable de comprendre ce qui l'entoure, il est quand même capable de récupérer des informations et d'en tirer un enseignement. Donc là, dans le cas de mon image, ce que j'expliquais tout à l'heure, en réalité, il aurait vu qu'il était proche de l'or parce qu'il y a eu plein de signaux qui lui auraient indiqué.
Et dans l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. En fait, quand vous allez dans une direction et que vous avez des vents contraires, que ça ne marche pas, que vous prenez des portes, eh bien, certes, vous avez votre conviction personnelle qui vous laisse penser que vous avez raison parce que les autres ont tort, etc. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Mais vous avez aussi, et vous devez impérativement, écouter et regarder ce qu'il y a autour de vous. Alors, évidemment, écoutez les éléments négatifs, tous les gens qui vous disent « tu as tort, tu vas te planter, tu n'y arriveras pas, ça ne sert à rien, etc. » Mais aussi, regardez le marché, regardez tout un tas de signaux faibles. Et dans mon cas, dans notre cas de Ledger, moi, certes, on me disait « le Bitcoin, c'est mort, ça ne sert à rien, ton truc, personne ne voudra jamais acheter un device physique parce que tout le monde a déjà un téléphone dans sa poche. Et donc, tu te mets une barrière, enfin, tu te mets en fait une montagne à franchir que personne ne voudra franchir. » Mais moi, ce que je savais, en tout cas ce que je me disais, mais qui était pour moi une analyse finalement du marché, c'était que le jour où le Bitcoin va commencer à monter, parce que d'autres éléments me laissaient penser que le Bitcoin allait monter, eh bien, il y aurait un changement complet psychologique de la valeur donc, des cryptoactifs, mais de la manière dont on les conserve. Et je savais que le jour où ça aurait une vraie valeur, les gens ne voudront jamais utiliser un téléphone parce qu'ils ne veulent pas mélanger les torchons et les serviettes. Tu n'as pas envie d'avoir dans ton téléphone 50 000 balles ou la clé pour quelque chose. Tu as envie d'avoir un vrai coffre parce que tu as envie de dormir la nuit. Parce que tu veux retirer de tes problèmes, de ta charge mentale, le « oh là là, et si on me pique toutes mes cryptos qui maintenant vaut beaucoup d'argent ». Et donc, j'avais cette analyse qui pour moi était extrêmement logique. Et donc, tout se résumait en réalité, non pas à ce que les gens pensaient ou analysaient sur la pertinence du modèle de mon device, mais si oui, sur la question suivante, est-ce que oui ou non, à un moment, le Bitcoin va monter, les cryptos vont monter, est-ce que le marché va monter? Ouais, mais en le vulgarisant, c'est quand même ta conviction qui est en opposition avec tout ce qu'on dit. Oui, mais c'est une conviction, oui, mais qui est quand même basée non pas sur... En fait, ce que j'essaye d'exprimer, c'est qu'il est important d'écouter qu'on est un entrepreneur. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'humilité nécessaire pour regarder autour de soi et prendre les avis. Et ensuite, bien sûr, faire le tri. Parce que si on n'écoute que les gens qui disent « ah ben non, ton truc c'est de la merde, ça ne marchera jamais », bon, il faut le prendre en compte, mais on ne peut pas s'arrêter à ça parce que sinon, on ne fait rien du tout. Par contre, il faut regarder et à un moment être capable de faire l'analyse, de se dire à quoi je peux me raccrocher d'un point de vue fondamental qui s'explique, qui se démontre par un argument et qui ne se limite pas à une conviction irrationnelle du « j'ai raison ». Et pour être capable de faire cette analyse, il faut être capable de prendre du recul et être capable d'écouter. Et c'est pour ça qu'une des grandes qualités moi, que je recherche chez un entrepreneur, parce que je fais aussi de l'investissement et on peut aussi en parler, c'est la capacité d'écoute. Tiens-toi prêt. Est-ce que quand je dis quelque chose à quelqu'un ou que je lui parle, est-ce qu'il m'écoute? Est-ce qu'il m'entend? Et ce n'est pas parce que je lui dis noir qu'il doit répéter noir, mais il doit prendre en compte ce que je lui dis, faire son analyse et ensuite me répondre d'une manière. Mais quelqu'un qui n'écoute pas, il n'y a rien de pire. Et donc, c'est exactement la même chose pour pouvoir analyser en fait son environnement et prendre la décision. Et pourquoi les gens n'écoutent pas? C'est souvent parce qu'ils ont un problème de confiance en eux, c'est souvent parce qu'ils ont un problème d'humilité qui revient toujours à la confiance. Et donc ça, c'est un problème de soft skills, c'est des problèmes en fait qui reviennent à des choses assez personnelles. Mais il faut être capable pour être un entrepreneur, il faut avoir confiance en soi, il faut se faire confiance. Et quand on se fait confiance, il n'y a pas de problème pour écouter. Donc en fait, si je devais moi le traduire, j'ai le sentiment que tu avais suffisamment confiance en toi pour considérer que ton analyse était une analyse rationnelle des signaux faibles et non une analyse émotionnelle. Exactement. Et donc tu t'es dit, ma vision est juste, je n'y crois pas, je ne suis pas dans un dogme, je suis dans une réalité en devenir, donc quoi qu'on me dise, je reste sur ma position. Exactement. Et je prends le risque d'être arrivé trop tôt. Parce que ça, c'est un risque que j'avais bien analysé. C'est-à-dire que, sincèrement, je ne savais pas quand est-ce que le Bitcoin allait monter et on aurait très bien pu se planter parce que le Bitcoin, il aurait mis 2-3 ans de plus à monter. Et donc là... Alors, qu'est-ce qui te fait prendre le risque? Qu'est-ce qui fait quand toi, tu dis, bon, je suis peut-être trop tôt, je ne suis pas loin de me planter, mais j'ai quand même une solution. Ma solution, c'est de mentir à tout le monde et de dire, bon, on fait un truc qu'on ne va jamais faire. Bon, tu cumules les risques. Qu'est-ce qui fait qu'il va quand même? Alors que tu viens de le dire, tu es rationnel, tu prends du recul.
tu as conscience, mais tu y vas. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah, le risque est là et je le vois, mais j'y vais parce que je ne peux pas faire autrement, parce que en fait, parce que c'est l'envie d'entreprendre. Tu vois, parce que c'est une aventure. Et l'entrepreneuriat, c'est la dernière aventure humaine pour moi. Enfin, tout a été vu, tout a été exploré. Alors après, on peut aller sur Mars et tout, hein, mais l'aventure entrepreneuriale, c'est vraiment un chemin sur lequel tu vas, tu sais à peu près où tu veux aller, mais par contre, tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer en route. Et c'est ça qui est génial et qui est excitant. Et si tu es entrepreneur, c'est aussi parce que tu aimes l'inconnu, tu aimes le risque. Le risque doit être maîtrisé, donc tu dois quand même connaître un peu les paramètres. Mais il y a des fois, tu dois quand même y aller. Et je pense parce que tu es poussé par une espèce de force, peut-être qui vient de je ne sais où, mais qui fait que tu n'as pas envie d'abandonner. Et même si tu vois le risque, tu es prêt à le prendre parce que derrière, en fait, tu as l'Eldorado. Tu vois? Parce que tu sais que si tu y arrives, tu peux faire quelque chose d'absolument incroyable et tu es poussé par ça. Donc il y a un peu d'irrationnel aussi, mais quand même basé sur une analyse que tu peux défendre. Parce que c'est trop dangereux aussi d'aller complètement dans le mur. Tu vois, c'est-à-dire que il y a des choses que j'ai arrêtées parce que je savais que j'allais dans le mur. C'est-à-dire de la même manière, avant Prixing, j'ai levé 1,5 million d'euros en 2010, je l'ai développé, mais à un moment, j'ai arrêté. J'ai dit, on va dans le mur. La boîte fonctionnait, on faisait 500 000 euros de chiffre d'affaires, bon, c'est pas incroyable, mais au moins on avait des revenus, on avait des perspectives. Et je me suis dit, on ne va pas y arriver. Il n'y avait absolument aucune espèce d'argument pour dire qu'on arriverait à 10 millions, 20 millions, c'était juste impossible. Et donc, j'ai vu mes associés, j'ai dit, on arrête, on vend à la casse et on fait autre chose. Et donc, il y a des moments où on a aussi des prises de conscience que ça ne sert à rien, quoi. Et là, on change. Entre l'entrepreneur que tu étais à tes débuts, l'entrepreneur que tu es aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend meilleur, si tant est que tu considères être meilleur aujourd'hui que tu ne l'étais au départ? Et si oui, comment tu as fait pour devenir meilleur? C'est quoi le partage que tu peux nous faire? Aujourd'hui, forcément, j'estime être meilleur que lorsque j'ai commencé. Pourquoi? C'est évident, parce que j'ai l'expérience. Et aujourd'hui, c'est cette expérience qui me permet de conseiller des entrepreneurs, de pouvoir les aider dans tout un tas de problématiques différentes. Et c'est vrai que j'ai vu des centaines et des centaines d'entrepreneurs. Et moi, ce que j'adore, c'est quand ils viennent, ils m'expliquent leurs problèmes. Et je regarde et je leur dis, tiens, tu pourrais faire comme ci, tu pourrais faire comme ça, parce que je puise dans mon expérience, je puise dans tout ce que j'ai pu voir. Et c'est ça qui fait une vraie différence. Par contre, je pense que fondamentalement, je suis le même qui a 25 ans sur, en fait, l'envie de prendre du risque, l'envie de créer, l'envie de construire, l'envie d'être libre, hein, toujours. Et en ça, j'ai la même. Alors, disons que, voilà, non, je pense que je suis moins fougueux. J'ai quand même 50 ans et il y a un moment où, voilà, on a envie d'être un peu plus calme. Et surtout quand on a eu des réussites, à un moment, en fait, voilà, je pense j'ai moins faim que lorsque j'avais 20 ans. Et donc, j'ai aussi décidé de vivre, tout ça, c'est utile. Et donc, l'énergie, quand même, est différente. Mais par contre, je pense que mes convictions et la manière dont je vois les choses n'a pas changé. Elle n'a pas été égratignée. Et je me considère vraiment comme pareil de ce point de vue-là, quoi. Peut-être juste plus expérimenté et donc peut-être meilleur, mais ça s'arrête là. Et si le Eric d'aujourd'hui rencontrait le Eric d'il y a 20 ans, tu lui dirais quoi, ou d'il y a 30 ans? C'est quoi le... Ah je dirais rien. Rien. C'est-à-dire que non, je dirais absolument rien, parce que je pense que tous les échecs, les erreurs que j'ai pu commettre, les petits succès, les grands échecs, les grands succès, tout ça ont contribué à m'amener là où je suis. Et donc, je ne changerai rien. Enfin, je referai les mêmes conneries, je repasserai par les mêmes moments difficiles, par les mêmes sacrifices. Par contre, ce qui est certain, c'est que si tu m'avais demandé, si tu retournais en arrière, qu'est-ce que tu changerais? Je t'aurais répondu, je ne retournerai jamais en arrière. Parce que je n'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu. Parce que ça a été vraiment quand même des années très difficiles, de sacrifices, où j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup donné, je me suis vraiment... C'est quoi une année difficile, c'est quoi des sacrifices? Pour Eric, ça veut dire quoi ça? Les sacrifices, c'est faire que travailler, c'est-à-dire travailler entre 12 et 15 heures par jour, travailler le week-end,
pas voir ses enfants, enfin les voir, ils sont dans la même pièce, mais tu les vois pas. Donc ils sont là, mais enfin t'es là, mais t'es pas là. Tu mets vraiment l'entreprise devant tout le monde, complètement en fait absorbé par cette mission qui me dévorait de l'intérieur. Et devoir en permanence réfléchir, porter en fait le poids de ses responsabilités, et je le voulais bien, c'est-à-dire j'étais dans une espèce de prison dorée que je m'étais construite, mais c'est quand même une certaine forme de prison, alors c'est qui est paradoxal hein, pour quelqu'un qui cherche la liberté, mais c'était beaucoup d'angoisse, de souffrance, de se dire est-ce que je vais y arriver, pas y arriver, avec des enjeux quand même assez importants, parce que quand à un moment on se retrouve on a levé plus de 100 millions d'euros, on a des gens au niveau du board qui appellent, il y a des pressions qui sont énormes. Quand on passe de 600 000 euros à 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire que la boîte, mais elle pète, elle explose. C'est un truc de malade. C'est-à-dire que on avait, en fait, par exemple, on vend dans 165 pays. On a dû s'immatriculer au niveau de la TVA dans tous les pays parce qu'on avait dépassé tous les stades. On avait tellement expédié qu'on avait fait tomber en fait la poste et on avait dû trouver d'autres manières de fonctionner. Comme on passait beaucoup par les douanes, ils ont commencé à s'intéresser à nous. Comme on utilisait des cartes à puce, eh bien, ils ont dit voilà, carte à puce, ça c'est civil militaire. Ils nous ont classés en double usage militaire dans la même catégorie que les missiles. Donc on s'est fait faire saisir nos trucs partout. Il a fallu tout gérer. On fabriquait en Chine à l'époque. Les Chinois se sont dit putain, c'est quoi ces Français qui fabriquent des missiles? Ils ont débarqué dans l'usine, ils ont embarqué tout le monde. Donc, voilà, et donc il faut gérer des trucs, mais dans tous les sens. Et ça, c'était qu'un tout petit truc de toutes les emmerdes. C'est-à-dire qu'à un moment dans la boîte, on avait plus de juristes que d'ingénieurs hardware pour pouvoir régler tous les problèmes qui s'étaient créés. Et donc tout ça, c'est à la fois exaltant parce que c'est un univers où il y a une croissance de fou, il y a des enjeux de malade, mais en même temps, ça reste des problèmes. Peut-être des beaux problèmes à avoir, mais ce sont des problèmes. Et en fait, j'ai eu plusieurs burn-out dans ma vie. Là, on est arrivé en 2000. Donc, je reprends l'histoire de Ledger très rapidement. On a fait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. On avait levé donc avec la Maïf. Du reste, le premier board avec la Maïf, ils arrivent et disent voilà, c'était en juin 2017. Donc la boîte est en plein décollage. Et là, il dit mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi cette histoire de Bitcoin? Qu'est-ce que c'est que ces coffres et tout? Alors il dit bah ouais, on avait un petit side project qui s'est un peu développé. Et ben, par contre, la bonne nouvelle, c'est que bah, là, on fait des millions d'euros de revenus. Ça marche. Ça marche. Et là, le gars de la MIF me dit bon, je vous en veux pas. Hein. Vous n'avez pas fait exprès, mais nous, on ne peut pas être là-dedans, quoi. Et donc, il était en PLS total. Nous, on se disait qu'il fallait qu'on allait pouvoir lever des dizaines de millions d'euros, utiliser cette croissance pour lever encore plus d'argent. Mais on s'est dit, avec ces mecs-là à bord, c'est mort. Et donc, on a cherché une solution, mais la solution, elle a été vite trouvée. C'est on les a rachetés, en fait. On a racheté les parts qu'ils avaient acheté 2 millions pour 4 millions d'euros. Donc, on les a rappelés. On dit, écoutez, on va vous sortir. Hein, vous avez investi 2 millions, on vous rachète 4 millions. Et ils ont accepté. Donc, ils sont sortis. On leur a fait une proposition qu'ils ne pouvaient pas refuser, en réalité. Hein. Et pourquoi? Parce qu'on avait vraiment la vision sur le long terme. Et on a bien fait, parce que ces 4 millions là qu'on a rachetés, aujourd'hui, ils valent 70 millions. Donc, peu importe de les acheter 2, 3, 4, ce qu'il fallait, c'était les sortir absolument. Donc, on les a sortis. Ensuite, on a fait le tour du monde sur un roadshow qui était un peu plus facile. Et on a levé avec Tim Draper et d'autres investisseurs légendaires 70 millions. Donc ça c'était super. Ledger partait, c'est la folie. En décembre 2017, on a dû faire 10 millions d'euros de revenus, dont 8 millions d'EBITDA. Donc on était bien là. On était super. Donc on signe la levée. C'était début janvier 2018. On signe le truc et là on était à peine en train de boire le champagne chez les avocats que patatras, le marché en fait mondial crypto s'est écroulé et on est parti sur 2 ans de bear market où là, du jour au lendemain, le chiffre d'affaires est tombé. On s'est retrouvé avec énormément de gens qu'on avait recrutés, qui étaient là pour résoudre tous les problèmes, donc on résolu tous les problèmes et qui à un moment ont commencé à coûter beaucoup d'argent. Et donc ça a été 2 ans aussi très très durs. On a lancé des nouveaux produits, on a eu plein de problèmes, de la casse au niveau hardware, enfin c'était le bordel.
moi, j'étais un peu au bout du rouleau. Et en gros, en 2019, j'ai quitté mon poste de CEO parce que voilà, j'en pouvais plus. Il y avait un autre qui m'a remplacé. Il voulait ma place aussi, donc il m'a un peu poussé. Comme j'étais un peu au bout du rouleau, bah, je suis tombé. Mais en tout cas, voilà, j'étais en burn-out. J'ai quitté mon poste et c'était pour dire voilà, à quel point je pense j'avais tiré sur la corde parce que à peine je suis parti, que je me suis retrouvé chez moi, que j'étais hospitalisé, opéré du cœur. Enfin voilà, tout mon corps en fait s'est écroulé parce que pendant des années j'avais tellement donné qu'à un moment on tire en fait hein, sur ses ressources vitales. Donc voilà, c'est pas juste figuratif de dire qu'on est en souffrance et qu'on donne, c'est qu'on donne en fait de sa force vitale. Alors aujourd'hui tout va bien, je vous rassure, mais sur le coup, voilà, je pense que j'ai bien fait d'arrêter et de ne pas continuer à être sous cette tension et cette souffrance parce que sinon, bah, peut-être que je ne serais pas là pour vous parler. Quoi, parce que si tu t'es rencontré avant, quelques-uns t'auraient donné des conseils pour protéger le cœur. On peut te dire que. Ah, bah c'est important. Ouais. Là, quelques secrets pour ne pas trop tirer sur la corde. Ouais, bah, c'est important parce que c'est. Une vraie maîtrise, tu vois, pour. C'est un problème de gestion, on peut donner quelques. D'accord, la tuyauterie, tout ça. Ok, d'accord. Le moment le plus difficile, si maintenant, avec le recul. Parce que quand on t'entend, on dit bon, tu fais rentrer un investisseur, mais c'est pas vraiment dans quoi il est rentré. Ton chiffre décolle, mais il veut plus être là. Ça part dans tous les sens. Tu as des problèmes produits, tu as des problèmes de loi, puisqu'effectivement. Oui, on a beaucoup de problèmes. Tu es effectivement, j'irais contourné, combattu, opposé dans tous les sens possibles. Ce que toi, t'en retires le plus gros souci, le truc qui t'a le plus marqué. En fait, le plus dur. Dans ma carrière d'entrepreneur, ce n'était pas Ledger. Je pense que c'était en 2001. Donc, j'avais développé une boîte, j'en parlais tout à l'heure, elle faisait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là où ça a été le plus dur et qui a conduit en fait à un peu une rupture dans ma vie, c'est que on a eu beaucoup de succès, ça marchait, on faisait de l'EBITDA, etc. Et en fait, on s'est vraiment tout pris dans la gueule. On s'est pris les brigades financières, débarquer à 6 h du matin. On a eu des saisies, on a eu des procès dans tous les sens. Alors, on ne faisait pas de choses bizarres. Mais comme on faisait de l'argent, on faisait de l'affiliation, donc on avait des systèmes pour payer des affiliés. Il y a eu le problème de est-ce qu'un affilié, c'est quelqu'un qui est sous contrat de travail. Enfin, donc on a eu les URSSAF, on a eu plein de choses. Et on s'est retrouvé en fait en procès avec l'État. Ils nous réclamaient quelque chose comme 12 ou 13 millions d'euros, avec en plus une pression tout le temps. Enfin, les huissiers arrivaient. Enfin, chaque fois, les merdes tombaient. Et là, ça a été super, super dur parce que je me disais, mais pourquoi cet acharnement quoi. Et au final, bon, on a tout gagné à la fin parce qu'en fait, il n'y avait rien, quoi, il n'y avait pas de problème. Mais bon, on a mis des années avant de s'en dépêtrer. Et là, en fait, j'ai pris une décision. En fait, je me suis barré. C'est pour ça que j'ai parlé de la Roumanie. Je me suis dit, je ne reviendrai plus jamais en France. J'ai tout cramé. Je suis parti. Bon, je suis revenu 10 ans après. Mais voilà, ça, c'était un moment difficile pour moi parce que j'ai vraiment vécu un moment de solitude. Pourtant, j'étais dans le succès. Mais pour autant, je n'ai pas compris en fait l'acharnement que mon pays avait contre moi. Alors, ce n'était pas moi en particulier, je pense qu'ils s'en foutaient complètement. C'était juste une machine qui rentre et puis qui essaie de vous broyer parce qu'il y a du pognon et de le récupérer. Et ça, voilà, ça, je l'ai très, très, très mal vécu. Et donc ça, c'était un moment difficile. Après, le reste, bon, c'était je me disais... Pourquoi c'était difficile? Parce que je trouvais que c'était injuste. Bien sûr. Alors que les autres moments qui étaient difficiles, je disais, bah, c'est pas injuste, c'est juste toi qui bosses pas assez, quoi. Tu vois, à un moment, bah, tu bouges ton cul et tu vas faire les trucs, tu vas résoudre les problèmes. Alors que là, ça me tombait sur la gueule et je me disais, mais qu'est-ce que je pouvais rien faire, quoi. Tu le vois vraiment de manière aussi simple, de manière aussi manichéenne que ça. Si tu as un problème, tu bosses, tu te remets le cul et tu trouves la solution. Bah oui, je vais te raconter un autre exemple. 2008, Riga, j'ouvre un hôtel qui s'appelle Dodo Hotel, 109 chambres, 2000 mètres carrés, donc bref, qui existe toujours. Et on est à un mois, non, à 15 jours de l'ouverture. Dimanche, 6 h du matin, le téléphone sonne, je décroche. C'est Vladimir, conducteur du chantier. Bon, voilà, il me dit « Eric, faut que tu viennes tout de suite. » Alors, il me fait en russe. Je dis « Ouais, qu'est-ce qui se passe? Sinon, il faut que tu viennes. » Je dis « Oh putain. » Donc, j'arrive et donc là, il me dit « Ouais, un gros problème. » Je dis « Ah bon, bah rentre. » Et je dis « Ah ouais, ok, gros problème. » J'arrive dans la zone ouest de l'hôtel et en fait, là, c'est la rivière enchantée.
Tu vois, il y a l'eau qui coule de partout, tout est écroulé, toutes les peintures sont mortes, tous les meubles dans toutes les chambres, tout a gonflé, tout a pété. Parce qu'il y a une énorme rupture de canalisation qui a eu lieu en fait dans le dernier étage, qui a ruisselé, qui a tourné pendant tout le week-end. Et donc c'est l'enfer. Le truc, il est détruit, quoi. Et là, pendant quelques minutes, j'ai fait une dissociation. C'est-à-dire que je me disais, j'étais persuadé que j'étais en train de rêver. En fait, je refusais la réalité. Et vraiment, je me disais, mais non, c'est pas possible. Mais non, je vais me réveiller. Et donc, en fait, ça existe, ce genre de choses. Je l'ai vraiment vécu. Ça n'a pas duré très longtemps. Hein. J'étais là, je refusais la réalité. Puis après, bon, je suis revenu à mes esprits et j'ai dû accepter le fait que, bah non, c'était détruit. Et là, bah, donc, adversité, on va dire. Et là, effectivement, je me suis immédiatement mis dans l'action. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je suis allé chercher une serpillière. Et j'ai commencé à nettoyer ce que je pouvais. On a appelé les machins, on a mis en place en fait une cellule de crise. Puis on a trouvé des solutions, on a ouvert l'hôtel à moitié, machin. Enfin. Ouais, mais au moment où ça t'arrive, tu as déjà un cursus avec, j'irais, énormément de lignes de réussite derrière toi. Non, mais déjà fait un certain nombre peut-être, mais c'est plus une question d'état d'esprit. C'est que. Non, mais ce que je voudrais te poser comme question, c'est quand tu es seul avec ta serpillière, alors que tu as déjà fait tout ça, tu te dis pas qu'il y a un truc qui merde? Non, je me dis, il y a un problème, il faut le régler, quoi. Ok. Tu vois, je me dis pas, on m'en veut ou je sais pas quoi, tu vois, parce que bon, je dis, bon, ok, ça a pété. Ouais, tu cherches pas pourquoi, tu cherches pas comment, tu dis, faut non, le régler. Non, et on règle. Et moi, je vis jamais dans le passé. Et en fait, je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais en tout cas, je pense maintenant que c'est une qualité, en fait. Je suis quelqu'un qui donne sa confiance. Tu as 1 milliard de bonnes raisons de le penser. Donc, de quoi? Que tu as des qualités. Oui, enfin, ok, mais parce que le pendant, c'est la naïveté, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, moi, je donne la confiance tout de suite aux gens, aux employés, aux partenaires, aux machins, aux gens que je recrute, parce que j'ai pas envie de m'emmerder. Et surtout, à quoi ça sert de payer une fortune pour recruter des gens, pour ensuite les micromanager, leur dire ce qu'ils doivent faire, machin. Et quand tu donnes la confiance à quelqu'un, finalement, il l'apprend et ça le booste, etc. Par contre, le pendant, c'est que bah, tu peux être très naïf et des fois, tu te fais rouler dans la farine. Je me suis fait rouler dans la farine comme tout le monde. Hein. Je me suis fait niquer, mais des trucs bien graves, quoi. Et en fait, ma chance, c'est que j'oublie. Donc, bah, en fait, j'oublie, je passe à autre chose. Je ne suis pas dans la vengeance. Je ne suis pas à me dire, putain, tu vas voir, la vengeance est un plat qui se mange froid. Alors bon, je pense que si quelqu'un passait mes enfants au fer à souder, ça se passerait différemment. Mais là, sur des trucs comme ça, en fait, j'oublie, je passe à autre chose. Et donc, je ne suis pas dans le passé. Tu vois, et donc, je ne suis pas à ruminer et je suis toujours dans le futur, toujours dans l'action. Et après, bah, le mec qui m'a niqué, il revient et puis il me renique. Parce que des fois, bah oui, j'oublie. Mais si je... Est-ce que vraiment, la question que je voudrais te poser, c'est est-ce que vraiment tu oublies ou alors est-ce que tu n'es pas suffisamment lucide, est-ce que tu n'as pas suffisamment confiance en toi pour savoir qu'en fait, ce qui a des inconvénients a aussi des avantages et ça t'a tellement plus apporté que coûté qu'au final, c'est un deal que tu as accepté. Non, j'oublie vraiment. Okay. Pour que le mec me renique. Ouais, c'est vrai. Mais peut-être parce que j'ai choisi d'oublier, tu vois. Mais au final, quand même, et ça, c'est un constat que je fais a posteriori, c'est pas un truc que je me disais avant. Je me disais juste, Eric, t'es vraiment trop con parce que t'es trop naïf. Et c'est vrai que ça, j'ai vraiment une forme de naïveté, quoi. Mais à la fin, je me dis, mais en fait, c'était bien, tu vois. Et je le revendique. Alors qu'avant, tu vois, t'as plutôt honte de dire qu'un mec t'a niqué, que t'as oublié, puis qu'il t'a reniqué, tu vois. Tu vois, c'est pas... Quand tu racontes cette histoire avec tes licornes, c'est plus sexy que si tu racontes la même histoire sans être une licorne. Peut-être. Sinon... pour ceux qui voudraient s'inspirer de cette méthode et faire la même dans un bar, s'ils n'ont pas la même carte de visite, ça n'a pas le même effet. Comme ouais, c'est sûr. Ça fait moins, voilà. C'est sûr. Bah, il marche moins bien. Ouais, bah oui, je peux peut-être. Sinon, je le dirais pas. Ouais, c'est ça. Si je me faisais l'auto-résumé de déjà ce qu'on s'est dit, et merci pour ton partage et ta transparence, je me dirais. Ce mec-là, si tu me permets évidemment la formule avec tout le respect que je te porte, en fait, il ne se pose pas de questions, il fait, c'est vrai. Il rencontre un problème, il fait, et en fait, il ne se laisse même pas le temps de réfléchir au problème, etc. Ce qu'il voit, il le traite. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ben, tu as complètement mis le doigt sur ce qui me définit. Je ne réfléchis pas. C'est-à-dire que je ne me pose pas de questions. On est fait pour s'entendre tous les deux. C'est-à-dire que... Pas réfléchir, je fais bien. Ah ouais. Non mais... Parce que, en fait, moi, je pense... J'adore mieux, d'ailleurs. Oui, mais c'est vrai, exactement. Parce que je pense même plus loin. Je pense que réfléchir, c'est renoncer. Ah, mais moi, certains partenaires, ils m'ont dit
Tu nous en veux pas des fois? Je préfère pas réfléchir. Ah ouais, parce que, en fait, la réflexion, ou du moins le fait de se poser trop de questions, parce qu'on bon, va pas non plus dire qu'il n'y a aucun neurone qui se balade. Donc, il y a quand même, je pense qu'on on est doué de conscience. Tu vois, on est capable, en fait, de marcher, tout ça, donc d'avoir un minimum de réflexion. Par contre, oui, je pense qu'on ne psychote pas, on réfléchit pas trop, on n'est pas dans l'interrogation de se dire, ah, peut-être, machin, non. En fait, on est dans l'action, on fait, quoi. Parce que je pense qu'on ne peut pas travailler autrement. Et c'est une manière, en fait, de fonctionner. Et je pense que moi, en tout ce qui me concerne, après analyse, je pense que pour moi, l'action, c'est la manière de traiter mes peurs. Tu sais, parce qu'on a tous des peurs, on a tout machin. Et en fait, pour échapper à mes peurs, en fait, je suis dans l'action, je fais, et comme ça, tu ne penses pas, tu ne réfléchis pas, tu es dans le truc. Après, tu analyses, et donc tu donnes des petits volants à gauche, à droite, et à la fin, bah, tu te débrouilles, parce que je pense qu'il faut aussi avoir une certaine capacité de réaction, de réactivité, de comprendre, et donc d'écoute, parce que si tu ne vois pas où tu vas, et si tu ne vois pas ce qui se passe, tu ne peux pas faire tes corrections. Mais oui, c'est une manière, je pense, de résoudre ces problèmes psychologiques profonds, quoi. Moi, j'ai trouvé une formule où je dis toujours « Je ne doute jamais de moi, mais je me remets tous les jours en cause. » Bah, c'est très bien. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est avoir confiance en soi, mais écouter. Tu vas être à l'écoute et jamais penser que tu as réussi, que tu es le meilleur, que de toute façon tout va bien, que tu es arrivé, parce que le pire est toujours sûr. Et du jour au lendemain, en fait, tu peux te retrouver complètement dans la merde et tout perdre. Donc, il faut jamais penser qu'on est arrivé, quoi. Si on parle des échecs ou de ta capacité que tu as à anticiper l'échec, tout le monde ou beaucoup de gens te connaissent au travers évidemment de l'émission, plutôt sympa et agréable. D'ailleurs, je pense que tout le monde s'entendra sur le sujet. Sur 10 personnes qui pitchent, qui présentent, combien de fois tu te dis ils n'y arriveront jamais? Et combien de fois tu as raison? Pour les fois où tu le sais, tu as cité, si j'essayais effectivement avec toi de déterminer le taux d'erreur que tu as sur les échecs. Quand tu les rencontres. En fait, mon taux d'erreur, c'est que j'aurais dû penser qu'ils n'y arriveraient pas, quoi. Tu vois, ça, c'est aussi des fois la naïveté, l'envie de faire confiance, c'est que tu as envie que les gens réussissent parce que tu te projettes, hein, tu as un effet miroir. Et gaffe, ils reviennent avec un nouveau projet. Ouais, ah bon, on se connaît. Donc, alors, dans le cadre de l'émission, c'est assez rare. En fait, je dirais 1 sur 20, où vraiment, d'un point de vue, l'unanimité fait qu'on dit à la personne, changer de métier, enfin, arrêtez, quoi. Parce que c'est quand même quelque chose qui est extrêmement difficile à dire à la télé, avec les caméras, parce que c'est une chose de dire face à face, mais là, quand tu as 2 millions de personnes qui regardent, parce que, ok, c'est pas en direct, mais à la fin, ça va être diffusé, de dire à quelqu'un qu'il est dans l'erreur, qu'il doit renoncer, et que s'il continue, il va se planter, bah, c'est une énorme responsabilité parce que tu envoies quand même un message qui ne va pas dans la résilience, jamais rien lâcher, blablabla. Et c'est beaucoup plus facile d'être lâche et de dire « Ok, on n'y va pas, mais ne renonce pas. » Tu vois, parce que tu dis « Bon, là, je ne prends pas de risque. » Donc, il faut vraiment que la personne se dise « Non, non, mais là, ça ne va pas. » Et ça arrive, mais c'est rare. Des fois, on va avoir un doute et se dire « Ouh, mais on ne va pas aller jusqu'à le verbaliser parce que parfois, c'est compliqué. » Heureusement, il y a Anthony Bourbon qui est là pour mettre une droite, la faucheuse. Donc lui, il est un peu plus direct là-dessus. Mais malheureusement, en fait, on a plutôt tendance à penser que les gens vont y arriver, alors qu'en fait, ils vont se planter. Mais après, il y a beaucoup de paramètres. Ce n'est pas uniquement lié aux gens eux-mêmes. Les principaux paramètres de l'échec pour toi, c'est quoi? Le recul que tu as. Les principaux paramètres de l'échec, c'est quand la personne, en fait, ce n'est pas un entrepreneur. C'est-à-dire que, et ça, j'ai déjà commis l'erreur, enfin, surtout au début. Maintenant, je le fais moins, je pense, parce que j'ai plus d'expérience, parce que parce que ça m'a coûté cher, que parfois, effectivement, vraiment, enfin, si n'importe qui peut être entrepreneur, tu vois, pour moi, il n'y a pas de prérequis. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. C'est pas parce que tu as décidé que tu seras entrepreneur que tu seras entrepreneur. Il faut quand même avoir une sorte des qualités qui, alors, est-ce qu'elles s'apprennent, est-ce qu'elles sont innées? Enfin, ça, c'est un débat, j'en sais rien. Mais il faut avoir cette volonté, cette résilience, cette flexibilité, cette écoute,
cette espèce de drive qui te pousse à soulever les montagnes et quelque part à ne pas accepter le non ou quand on te ferme une porte, à rentrer par la fenêtre. Enfin bon, il y a vraiment plein de choses. Mais ça, c'est un non négociable. Bah ça, c'est parce que sinon, tu ne peux pas y arriver. Tu peux pas y arriver. C'est vraiment des bases. Et il faut aussi avoir la volonté. En fait, une espèce de volonté quand même intrinsèque et pas juste croire qu'on a la volonté. Alors, parfois, c'est pas forcément difficile. C'est pas toujours facile de faire la différence, surtout en 20 minutes comme ça, où on doit se positionner. Mais c'est vrai que j'ai déjà investi sur des personnes, je n'aurais vraiment pas dû parce que ce n'étaient pas des entrepreneurs. Et la preuve, ils ont arrêté, ils sont partis bosser dans le salariat. Bien sûr. Voilà. Et ça, c'est vraiment un élément fondamental de la décision d'investissement que d'analyser les personnes qu'on a en face de soi. Parce que souvent, en plus, dans le cadre de l'émission, ce sont souvent des projets qui sont en début, dans les premières phases de leur développement. J'ai d'ailleurs mon regard sur le sujet, mais je souhaiterais ton avis à toi. Est-ce que tu considères que quelqu'un qui s'essaye à être entrepreneur et qui se rend compte pour X ou Y raison que ce n'est pas forcément fait pour lui et qui retourne dans le salariat, est-ce que tu penses qu'il a bien fait quand même d'essayer ou dans l'absolu, il était salarié, il devait être salarié et il n'avait qu'à rester salarié toute sa vie? Est-ce que tu considères que si, il faut le faire, il faut se prouver à soi-même qu'on peut ou qu'on ne peut pas? Est-ce que c'est aussi un moyen de devenir une meilleure version de soi-même, même en tant que salarié? Ou alors tu dis non, tu es dans ta case, reste dans ta case. C'est quoi ton regard? Présenter comme ça non, mais... Présenter évidemment. Oui, mais si tu as ce besoin impérieux d'aller t'essayer sur un projet parce que d'un seul coup, tu es piqué par une idée, une volonté de construire, de créer, de toute façon, tu ne pourras pas y résister. Donc la réalité, c'est que tu ne vas pas avoir le choix. Après, si tu te forces à faire quelque chose parce que tu l'as vu à la télé et que tu penses que c'est ce qu'on attend de toi et que tu le fais pour de mauvaises raisons en réalité, et là, il faut avoir quand même des qualités d'introspection pour être capable de comprendre qu'on le fait pour de mauvaises raisons, ce qui est pas simple. Bon, bah là, pour le coup, c'est pas très grave d'avoir essayé, tant que tu vas pas aller t'exploser. Et je pense que plus tu es dans une situation où tu as des responsabilités, où tu n'as pas forcément un filet de sécurité et que tu vas quitter une place que tu auras peut-être du mal à retrouver, bah, plus tu vas quand même te poser des questions. C'est-à-dire que si évidemment j'encourage les gens à entreprendre parce que c'est génial, c'est super et que c'est une aventure incroyable, il faut aussi pas faire n'importe quoi. Et si on a une famille, un boulot sur lequel il y a de la tension, c'est pas facile d'en trouver, et qu'on n'a pas d'économie, et qu'on est une sorte d'idée de camembert, et qu'on se dit allez, je vais tout mettre là-dedans, parce que d'un seul coup on est piqué par une espèce de mouche de folie. Voilà, ok, donc là, il ne faut pas le faire. Donc il faut vraiment relativiser par rapport à la situation, alors que si on est jeune, bon, en gros, on n'a pas grand-chose à perdre, et de toute façon, on va apprendre. Et au moins, on aura appris qu'on n'est pas fait pour l'entrepreneuriat, et on aura eu plein de leçons sur le chemin. Merci pour tout ce partage sur l'entrepreneuriat. Je souhaiterais, si tu es d'accord, aller un peu sur ton domaine de prédilection. La Maïf te dit oui pour la blockchain, non pour la crypto. Tu dis c'est bullshit. Est-ce que tu pourrais vulgariser, réexpliquer pourquoi ce qui t'a été dit, sauf erreur, de ce que j'ai compris, pourquoi ça n'a pas de sens? Alors, pourquoi ça n'a pas de sens? Alors, je vais essayer rapidement de vous présenter. Alors, vous expliquer pourquoi, en 2013, lorsque j'ai croisé la route du Bitcoin, je me suis dit que c'était une révolution et que j'allais y consacrer les prochaines années de ma vie. Puis ensuite, j'expliquerai pourquoi la blockchain, c'est bullshit. Pour faire simple, pour moi, le Bitcoin, en réalité, c'est deux révolutions. C'est une première révolution technologique qui utilise le principe de la blockchain, qui est une sorte de base de données décentralisée, mais qui permet d'échanger en fait des informations ou des fichiers numériques, pour faire simple, de façon complètement décentralisée d'un ordinateur à l'autre, sans avoir besoin d'avoir quelqu'un au milieu qui dit oui, ça tu l'as, toi tu l'as plus. Parce que vous savez tous que si vous avez une image sur un ordinateur, que vous l'envoyez par mail à quelqu'un, bah, la personne reçoit l'image, mais vous l'avez toujours. Et donc tout le principe de la blockchain et de cette technologie, c'est de faire en sorte qu'une fois que tu as envoyé cette image, en tout cas la possession de cette image, bah, tu ne l'as plus et l'autre l'a. Et ça, c'est une vraie révolution technologique. Et la deuxième révolution, qui est une révolution monétaire, c'est qu'à partir de cela, en remplaçant la notion d'image par un token que tu vas inscrire ensuite dans un environnement monétaire, eh bien, tu vas pouvoir créer une monnaie dont la politique monétaire est un algorithme et qui ne peut pas changer. Et donc, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, tu as une véritable monnaie
dont le fonctionnement ne peut pas être changé par l'homme, par l'humain, par des lois, par quoi que ce soit, et qui garantit le fait qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de tokens qui seront émis, et donc d'avoir une monnaie en réalité qui soit déflationniste, ce qui n'a jamais existé jusqu'à présent. Donc c'est un nouvel outil qui est donné à l'humanité et qui en plus fonctionne de manière native sur Internet et qui permet plein de choses. Et donc quand on réunit les deux, moi je me suis dit que ça allait en fait être une sorte de 4e révolution industrielle. J'avais vu comment Internet avait changé la manière dont on échange de l'information. Je me suis dit le Bitcoin va changer la manière dont on échange de la valeur. Donc pour moi c'était évident qu'il fallait y aller. Ensuite en 2016, il y a eu le Bitcoin bad, blockchain good. C'est-à-dire qu'on a essayé de séparer les deux technologies et de garder uniquement la notion de base de données décentralisée pour en faire je ne sais pas quoi, et dire que la notion monétaire associée à tout ça était mauvaise, servait à rien, ça servait que aux terroristes pour faire du blanchiment, etc. Et l'idée de la Maïf, mais pas que, enfin de tous ceux qui étaient autour de la blockchain, c'était de dire on va utiliser cette espèce de base de données décentralisée, mais pour faire de l'identité décentralisée, pour faire je ne sais pas quoi. Et s'il y a un certain nombre de choses qui peuvent être utiles, dans la majeure partie des cas d'usage, ça ne sert à rien parce qu'on peut les remplacer par des bases de données centralisées avec quand même beaucoup plus d'avantages et que la véritable notion de décentralisation, de résistance à la censure n'a d'intérêt que dans un cadre réellement monétaire. Et donc, c'est pour ces raisons-là que lorsque la Maïf, mais pas que, enfin que plein d'entreprises ont voulu rentrer là-dedans, sont mis à faire des consortiums sur la blockchain, des blockchains privées, des blockchains de consortium, etc. Bon, nous, on s'est mis dedans, mais c'était horrible. Moi, j'avais l'impression de me prostituer, quoi. C'était affreux. Parce que ça n'avait aucun sens. Et du reste, tout ça, ça a disparu. Ils ont cramé du pognon là-dedans. Mais plus personne aujourd'hui fait de la blockchain. Ça n'a pas de sens. Toutes les véritables utilisations sont autour du token, soit au niveau monétaire comme le Bitcoin, ou soit, comme vous avez peut-être tous entendu parler, le NFT, c'est-à-dire le fait d'avoir des tokens qui ne sont pas associés à une unité monétaire, mais qui représentent la propriété de quelque chose, comme par exemple une œuvre d'art ou une action ou des parts dans une entreprise, une SCI, et donc on peut après tokeniser n'importe quoi et en distribuer la valeur de façon décentralisée un peu partout. Et c'est quoi la suite pour toi? Comment tu vois l'avenir du Bitcoin, des crypto-monnaies? Ta lecture évidemment et ta conviction? Bah moi, ma conviction, elle n'a pas changé depuis 2013. C'est que le Bitcoin, c'est une réserve de valeur qui a vocation à durer dans le temps et à prendre une hégémonie de plus en plus importante. Donc, moi, je pense que l'euro et le dollar sont voués à l'échec et à disparaître. Parce que de toute façon, une monnaie, ça dure 50, 60, 80 ans. Il y a des cycles. Le dollar a déjà changé. Le dollar d'aujourd'hui, c'est plus du tout le même dollar qu'il y a 50 ans. Et là, on voit bien que on arrive dans un univers, à un moment où la dette en fait est plus soutenable, que ça devient n'importe quoi, qu'on paye des trillions de dollars de dette pour rembourser. Enfin, il y a un moment, en fait, ça peut plus marcher. Je comprends même pas comment ça tient en fait. Et donc, moi, donc déjà la première chose que je fais, c'est que j'ai ni euro ni dollar, mais que du Bitcoin. Donc 100%. Voilà, pas 100% parce que j'achète pas mon pain en Bitcoin, mais en tout cas. Clairement, je suis aligné avec ce que je pense, c'est-à-dire que vraiment, voilà, mes valeurs de liquidité sont en Bitcoin, parce que ma lecture de ce qui va se passer, alors quand, je ne sais pas, mais 2 ans, 3 ans, 18 mois, enfin moi je pense que c'est à partir de fin 2024, pour moi le Bitcoin va repartir dans une valeur haussière assez forte, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments géopolitiques divers qui vont remettre le Bitcoin au cœur de l'attention et que sa véritable utilité et sa véritable valeur qui est liée à l'effet réseau, au fait que tout le monde pense que ça a de la valeur. Enfin bon, il y a pas rentrer dans les détails, mais pour faire simple, je pense que le Bitcoin va dépasser les 100 000 € avant fin 2024 et que ça va vraiment devenir une monnaie de référence au niveau international et que le prochain mouvement tectonique dans cet univers, c'est quand les États vont commencer à prendre des réserves stratégiques en cryptoactifs comme le Bitcoin. Et ça va arriver, parce qu'à un moment, le truc va prendre de la valeur, et il y en a un qui va se dire, attends, je suis sûr que l'autre en a, je vais en avoir, je ne dirai pas, parce que je n'ai pas envie de faire la pub au Bitcoin, mais ils vont prendre des réserves stratégiques, parce qu'ils ne pourront pas se permettre de passer à côté, et donc et à un moment, ça va se savoir, et ça va continuer à créer de la légitimité, de la valeur globale pour le Bitcoin. Donc pour moi, c'est inéluctable. En fait, une fois de plus,
La seule question que je me pose, c'est quand, mais est-ce que je suis arrivé trop tôt? Voilà, parce que peut-être ça va mettre 10 ans. Enfin, je veux dire, je pense que l'arrivée des ETF, les élections américaines de 2024, un certain nombre de choses font que ça va se précipiter deuxième semestre 2024. Peut-être que je me trompe, ça, j'en sais rien. C'est ma conviction. Mais après, je veux bien accepter que ça mettra peut-être 5 ans, 10 ans et que je ne le verrai pas. Hein. Donc, mais là, Ledger vient d'annoncer dans la presse, sauf erreur, que vous avez licencié 12% des effectifs, ouais. Les effectifs. Et comme toujours, fidèle à toi-même, malgré ça, tu gardes la même conviction que celle qui t'anime. Ah oui, parce que pourquoi est-ce que Ledger a licencié? Parce que Ledger aujourd'hui perd de l'argent. Pourquoi on perd de l'argent? Parce que il y a beaucoup de monde, il y a 750 personnes. Parce que quand on lève 400 millions à une valo à 1,4 milliard, c'est pour aller faire une boîte qui vaut 5 milliards ou 10 milliards. Le mec, il ne met pas 100 plaques sur la table pour qu'on enfile des perles. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? On se dit, OK, on va faire une boîte à 5 milliards. Donc, on investit à mort. En fait, on fait énormément de choses. Et donc, on crame un cash de malade, normal. Hein, on crame tout. Et en même temps, tout s'effondre. Parce qu'effectivement, ça, c'était 2021. Enfin, 2022, ça commence à tomber. Donc, c'est des vents contraires. Et aujourd'hui, Ledger perd beaucoup de cash. Heureusement, on avait levé beaucoup d'argent, donc ça va. Mais d'un autre côté, ce n'est pas éternel. Et donc, il faut réduire un petit peu la volumétrie du cash burn, parce qu'il faut tenir le plus longtemps possible. Mais en fait, tout est lié. C'est-à-dire que si en 2024, le Bitcoin est à 100 000 €, Ledger vaudra 5 milliards. C'est mécanique. Par contre, ce ne sera peut-être pas le cas. Et peut-être que fin 2024 ou en 2025, on sera toujours à 10 000 ou sera tombé. Ledger, ça vaudra 0, sera cassé la gueule. C'est lié. Donc, on verra bien. Hein. Parce que l'avantage, effectivement, si Ledger se pète la gueule, c'est que dans 3 ans, je reviens et je vous explique de millionnaire à SDF. Je fais l'inverse d'Anthony Bourbon. Ce que je vous propose pour finir cette intervention, c'est de vous donner la parole. Ceux d'entre vous qui ont des questions à poser. Donc merci déjà Eric pour ce partage inspirant. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Et bravo, avec beaucoup d'humilité et de respect, bravo pour tout ce que tu as fait. Parce que c'est vrai que quand tu es entrepreneur, on est tous confrontés à ces moments difficiles, plus ou moins compliqués. Et qui plus est, quand on a vécu un morceau de ce chemin, de se dire, bon, en Chine, c'est le bordel, le matos, ça va pas, l'URSSAF m'emmerde. Alors on sait tous que les URSSAF n'emmerdent pas toujours les bonnes personnes. Donc on a des exemples. Mais ceci dit, de vivre tout ça et de garder l'énergie qui t'anime, je trouve ça assez exceptionnel. Qu'est-ce qu'on a comme question pour Eric? Attendez, j'aimerais avoir votre avis sur la monnaie numérique adossée à l'or. Alors, c'est la tokenisation de l'or. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure qu'on avait des tokens qui ne sont pas associés au Bitcoin, mais par exemple à un tableau ou à une valeur mobilière ou monétaire. Et donc, il y a la possibilité de pouvoir mettre des réserves d'or, ensuite d'émettre des tokens. Et le but, c'est d'échanger ces tokens, plutôt que d'échanger l'or physique, on échange les tokens et un jour, on peut aller reprendre ce token et l'échanger contre de l'or physique parce que tout ça, c'est centralisé. Donc, pourquoi pas? C'est une version, on va dire, moderne et digitale du tracker or. J'ai pas d'avis. C'est-à-dire que, pour moi, c'est pas une révolution, une évolution, c'est juste une modernisation en fait des trackers or ou des ETF or. C'est pas bien de dire j'ai pas d'avis, je suis plus content. Oui, pardon. C'est pas comme ça qu'on ira vers les étoiles. Ouais, non, on va t'emmener, Eric, c'est sûr. On a cette conviction. Oui, j'ai retenu. Moi, en réalité, j'ai 2 questions, désolé. La première qui m'intéresse le plus, c'est maintenant que vous avez connu peut-être un peu plus que pro, et j'imagine que Greg a dû vous en parler un tout petit peu. Il m'a forcé à regarder toutes les vidéos de tous les... C'était... Que les entrepreneurs n'ont pas le temps de regarder les vidéos, c'est pas vrai. En tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, c'est quoi votre regard justement sur plus que pro? Ça, c'est la première question. Puis la deuxième question, c'est quoi votre regard sur la vie client en général, blockchain? Ah, la vie client blockchain. Alors, la première question, elle est la plus importante. Oui, je vais commencer par la deuxième. La vie client mise sur blockchain, je pense que, en soi, c'est pas une révolution. Je pense que c'est une option qui est bien, qui permet
de mettre dans le temps et pour l'éternité le fait que la vie réelle, on ne sait pas, parce que ça peut être un faux truc qu'on met dans la blockchain, mais en tout cas qu'il a été fait à cette date. Donc je pense que c'est bien, mais c'est pas quelque chose, c'est pas une, je pense pas que c'est ça qui révolutionne la vie. C'est voilà, c'est juste un petit truc bien en plus qui permet de l'horodater. En fait, c'est de l'horodatage. Voilà, moi je le vois comme ça. Ça sécurise le fait qu'il a. Ça dit juste que ça a existé à ce moment-là. C'est l'équivalent en fait de la prise d'otage avec le journal, quoi. C'est tout. Ça permet de le placer dans le temps. Mais après, ça ne veut pas dire que la vie, il est vrai. Bien sûr. Mais il est Donc, inaltérable, immodifiable. voilà, c'est ça, mais exactement. Mais ça dit pas. C'est pas parce que tu le mets dans la blockchain que c'est vrai. Tu vois, comme on dit dans le langage informatique, merde in, merde out, quoi. Tu vois. Donc c'est. C'est pour ça qu'évidemment chez nous, la blockchain n'est qu'une brique. Oui, ça peut être qu'une brique. Dispositif de sécurité. C'est pour ça qu'on archive également tous les avis dans un coffre-fort électronique de la Caisse des dépôts et consignations. On est sous process ISO, on vérifie des factures, donc on a des contrôles par rapport à ça. Il est évident qu'on ne peut pas, même si je comprends la question eu égard à ton parcours, donc forcément on a envie de créer une corrélation entre les deux, mais chez nous ça n'est qu'une brique c'est un outil sur un dispositif de sécurité Exactement. déjà bien existant. Ouais, c'est un outil qui a du sens, mais qui en soi n'est pas suffisant pour en faire un truc. Pas un produit à lui tout seul. Voilà, exactement. Quant à la première question, moi, en fait, si je voyais Plus que Pro dans Qui veut être mon associé, je vais enfin avoir du pognon. Attention. Non, c'est un projet, en fait, je pense, qui répond de manière certaine, de façon extrêmement pragmatique et claire aux problématiques des TPE, des artisans. Tel que j'ai pu voir la solution, c'est vrai que expliqué par les vidéos et les trucs, c'est assez séduisant. Quand je me mets si je me mets à la place d'un plombier ou d'un chauffagiste, mais qui n'a pas le temps de s'occuper de tout ça, ça apporte de véritables solutions et c'est hyper convaincant. Et tout a été fait vraiment d'une façon la plus pragmatique possible et on voit vraiment la culture du résultat. C'est-à-dire que vraiment c'est straight to the point, il n'y a pas de fioriture, c'est très clair, le truc est carré et le modèle fonctionne, est hyper rentable. Et donc si tu étais passé devant Qui veut être mon associé, en fait j'aurais dit écoute c'est dommage, je crois que j'arrive trop tard parce que j'ai même pas les moyens d'investir, quoi, tu vois. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mon Hulk? Moi, je suis Bruno Gallet de Clermont-Ferrand. Ça doit vous faire sourire un petit peu. Et je dois savoir si vous aviez une entreprise qu'on pourrait connaître en commun, est-ce que vous la recommanderiez pour qu'elle puisse bénéficier de Plus que Pro? Et je pense notamment à Capilum. Alors l'entreprise s'appelle Capilum et c'est deux créateurs de Clermont-Ferrand qui ont inventé un concept. Je sais bien et après ils ont refusé mon offre. Hein, donc Excuse-moi, c'était juste pour l'intégralité. Et je ne suis pas cotisant puisque naturellement ils récupèrent les cheveux. Donc voilà. C'est sûr. Non mais effectivement, je pense que si je vois des TPE qui ont ce type de problématique, je n'hésiterai pas à leur recommander Plus que Pro parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée là-dessus et je ne demanderai même pas de commission. Donc non, c'est c'est un projet, c'est intéressant et je suis content de le connaître parce que ça apporte, c'est une vraie brique nécessaire à mon avis pour un artisan. Donc, et ce n'est pas forcément très connu. C'est-à-dire que, et aussi, je vais m'aventurer dans un terrain glissant là je pense, mais si j'avais un conseil, c'est je trouve que le nom Plus que Pro n'est pas à la hauteur de ce que vous faites. C'est vrai. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, la marque en fait n'exprime pas, je pense, vraiment la valeur ajoutée et l'ensemble des choses. Et je pense que si tu veux aller au-delà, tu vois, avoir encore plus de légitimité, devenir une grande boîte reconnue, machin, tu devras changer de nom. Parce que, tu vois, c'est très clair, le truc est vraiment, tu vois, Plus que Pro, on comprend le truc, tu vois.
Enfin, c'est très alsacien, je pense, tu vois. Mais je pense qu'à un moment, tu vois, si tu veux, tu veux devenir une licorne, tu veux arriver à un truc, tu veux commencer à inspirer, je pense que tu devras trouver un nom qui soit un petit peu différent. Tu vois, c'est mon sentiment. Je dis pas que le nom est mauvais, parce que je pense qu'il fonctionne, et puis il est floqué partout, donc voilà. Mais Si tu le vois pas, bah, il fait 2 mètres. Hein. Ouais. Ouais. Mais je pense qu'il est... vous pouvez faire encore mieux, quoi. En tout cas, à l'équivalence de tout ce que tu as exprimé, c'est évident que si on ressent, on comprend et on prend évidemment ta remarque en compte, on n'hésitera pas à mettre tout en œuvre ou tout ce qu'il est nécessaire de faire pour atteindre nos objectifs. Moi, je dis souvent, l'important, c'est pas d'avoir raison, c'est de réussir. Donc si on a dû se tromper et on se trompera encore, tant qu'on apprend, tant qu'on comprend, tant qu'on se remet en cause, on continuera d'avancer. C'est un peu l'objet du séminaire. On n'a pas peur et pendant 2 jours, je leur ai proposé des choses assez différentes de ce qu'on faisait auparavant. Et je dis souvent, on répare son toit quand il fait beau. Donc se remettre en cause quand ça va bien, c'est plus intéressant que de se remettre en cause Ouais, quand tout on à n'a pas fait. le choix. Mais évidemment, on prend le point et maintenant ça fait 10 ans. Il est évident qu'entre ce qu'on était... Parce que c'est même pas une erreur, c'est juste qu'à un moment, Oui. tu vois, ton chemin, tu grandis, tu deviens différent, et peut-être que tu dois revoir ton identité. Mais bon, c'est... Le Covid nous a fait revisiter la copie. Tu vois, on ne s'attendait pas à aller aussi loin dans la proposition de valeur. Et quand j'ai appelé Sacha en plein Covid, quand moi j'ai vu arriver Zoom, j'ai vu tous les outils, parce qu'avant Sacha, je savais à peine ce que c'était qu'un mail, tu vois, même un ordi. Et là, j'ai vu le truc arriver, j'ai dit non, mais ça, 2 fois, j'en serais pas victime. Je serais pas victime 2 fois de la même erreur. Ça, c'est la différence entre l'erreur et la faute. Donc j'ai dit non, là, je comprends. Il faut vraiment qu'on soit une boîte de tech plus qu'on ne l'était auparavant. Je pense qu'avant, on était déjà très bien rodé, très bien organisé, parce qu'on a une capacité d'exécution, si on devait s'accorder quelques qualités. Là, on est devenu une boîte de tech. Et on va enfoncer le clou beaucoup plus fort. Et on n'hésitera pas, et je me permettrai effectivement, si on doit changer de nom, je me permettrai même de te solliciter pour te demander ton avis. Très bien. Et je suis convaincu que tu me répondras. Bah oui. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Ah, t'as déjà Nico. Je vais rebondir sur la question de Nicolas. Déjà, bon, merci pour ton partage d'expérience. Tu nous as là dépeint un tableau en disant, au niveau de Plus que Pro, je le conseillerais à des professionnels du bâtiment, etc., qui est un peu une étiquette qui nous colle actuellement à la J'ai peau. des artisans. Et des artisans. Des Non, mais artisans, c'est pas... ouais. Moi, ce que j'aimerais avoir, c'est ton avis sur, et le fond de ta pensée, une fois que tu as compris ce qu'on faisait, est-ce qu'on répond en fait à une demande sociétale? Est-ce qu'on répond aujourd'hui à une demande des 67 millions de consommateurs français, et si on se projette après mondial, parce que les problèmes sont dans tous les pays, mais on va rester sur la Ta France. question, c'est est-ce que les consommateurs sont en raccord avec la vie client? C'est ça? Ouais, avec tout ce qu'on est en train de faire, en fait, moi là, je veux me baser plus côté consommateur. Ton avis sur notre réponse aux problèmes actuels du consommateur? Bah là, c'est vraiment par rapport à la vie. Parce que le consommateur, lui, il voit la vie, il voit pas fort. Enfin, après, il peut voir peut-être le devis ou les trucs, les outils un peu numériques. Ah, ce qui est certain, c'est que c'est complètement aligné avec ce que sera le consommateur, la génération Z, qui veut juste cliquer sur des trucs et pas forcément parler aux gens et avoir tout de façon digitale, numérique, et que ce soit simple pour eux. Voilà. Donc, clairement, le fait de pouvoir faire les paiements avec le téléphone, de pouvoir recevoir un devis, de le modifier, de le renvoyer, et de ne pas être obligé de passer des trucs au téléphone, à laisser des messages ou même envoyer des mails que tu dois rédiger, ça fait vraiment partie du persona, en fait, du nouveau consommateur. Tu vois, parce qu'il y a peut-être une génération qui, elle, préfère vraiment appeler, parler, enfin, tu vois, être assurée. Donc, et donc ça évolue. Et donc, le fait d'être sur du tout digital, avec tous les outils que j'ai pu voir, ça me paraît évident que c'est dans l'air du temps et que c'est vraiment l'air en plus du futur, et que plus ça va aller, plus ça prendra sa place. Après, évidemment que la notion d'avis, elle est essentielle. Donc, alors, pour les artisans, mais aussi pour tout ce qui est serviciel, pour tout ce qui est, à un moment, pour tout. C'est aussi une forme de pouvoir décentralisé d'ailleurs. Oui, C'est oui, le fait de ne plus faire confiance à un vendeur, mais d'avoir sa propre opinion basée sur le retour d'expérience de gens comme moi. Ouais. Donc ça se rapproche un peu du Bitcoin, ou effectivement de cette volonté de ne plus être prise en otage par effectivement des gens qui pensent à notre place. Et c'est ça la vie client. C'est même Bah, c'est ça, oui. C'est énormément. Enfin, c'est un prescripteur énorme. Je pense que personne, enfin, à moins qu'il n'ait vraiment pas le choix, va aller chez un dentiste qui va prendre au hasard dans les pages jaunes.
enfin, tout le monde dit allô, est-ce que tu me recommandes quelqu'un? Enfin, Bien sûr. et donc c'est exactement pareil pour le plombier, parce que si le mec il fait n'importe, enfin, il y a tellement de drames qui peuvent se passer, de tomber sur un mauvais artisan, qu'aujourd'hui les gens sont perdus, ont peur, et ils savent aussi que les faux avis existent, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de naïveté de la part du consommateur. Et maintenant, il commence à être éduqué et il fait moins confiance en fait aux publicités ou aux trucs qui lui disent voilà que Robert Plomberie, c'est la folie. Pareil pour les tracts qui sont distribués où tu vois arriver des gens, tu sais même pas en fait s'ils sont enregistrés au registre du commerce. Enfin, s'ils sont assurés, ouais, exactement. Donc c'est certain que enfin, l'avis, mais il y a qu'à voir la puissance de Google dans les restaurants on regarde Maps et puis on dit bah c'est quoi les étoiles? Maintenant c'est devenu un réflexe tellement ancré, je pense, chez le consommateur, qu'il me paraît évident que il n'y a pas de retour en arrière, bien sûr. Après c'est une question d'exécution, c'est une question d'UX, c'est une question de réussir à se faire connaître et il y a plein de challenges. Mais c'est plus une problématique d'exécution qu'une problématique de trouver son marché ou de trouver la bonne recette. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, j'ai une question. Bonjour, merci Eric. J'ai une question concernant les différents deals que tu as réalisés durant l'émission, donc de Qui veut devenir mon associé. Et dans ces différents deals, quel a été pour toi l'impact ou l'importance du pitch de ton futur associé au final? Est-ce qu'il a joué une importance systématique ou pas? Qu'est-ce que tu appelles le pitch? Tu parles des 3 premières minutes? Oui, c'est ça, absolument. Non, aucune. Aucune. Parce que souvent, pendant le pitch... Bon, fin du séminaire. Merci, messieurs. Merci. C'était un plaisir de travailler avec toi. Une vidéo. C'est bien. C'est enregistré. C'est enregistré. Pourquoi t'as complètement merdé ton pitch? J'ai fait 5 ans. C'est ça. Non, Mais faites peut-être pas, et je vais redonner la parole à Eric évidemment, peut-être ne confondez peut-être pas une émission dans un contexte bien particulier avec la réalité de ce que vous faites au quotidien. Je pense que si la passerelle c'était celle-là, bon, elle était osée, tu vois. Mais vas-y, je te laisse répondre. On l'aime quand même. C'est vrai que pour un gars qui rate toujours tes pitchs, t'as l'air quand même plutôt bien installé, quoi. Qu'est-ce qu'il fait alors? Qu'est-ce qui te séduit alors? Non, parce que, en fait, bon, et là, vraiment, dans le contexte de l'émission, il y a 3 minutes où souvent, ça va être un peu du par cœur, où il va y avoir une espèce de scénario qui va être suivi par les entrepreneurs. Et il peut se passer 2 choses. Soit il va y avoir un pitch qui va être très bien exécuté et l'attention va être captée. Mais au final, quand on va discuter pendant 45 minutes à 1 heure avec la personne, poser les questions et qu'on va creuser, bah, le truc va complètement s'effondrer parce que c'était qu'une façade. Et inversement, il peut y avoir un pitch où je me dis non mais jamais je vais investir dans cette merde. Et qu'au fur et à mesure que la personne parle, je finis par tirer un peu la ficelle de son truc, à comprendre et à voir, moi, en fait, de la valeur que la personne n'a pas réussi à exprimer. Et je vais aller chercher cette valeur parce que, quelque part, je ne me positionne pas comme un acheteur, mais comme un vendeur. C'est-à-dire qu'il n'est pas là, même si on se dirait qu'il est là pour me vendre quelque chose, en réalité, c'est pas comme ça. Parce qu'un mec qui arrive et qui te vend un truc, s'il rate son pitch, c'est vrai qu'il ferait mieux d'aller se coucher, quoi. Hein. Merci Eric. On ne doit pas avoir la posture du vendeur. Bah, évidemment, tu as réussi visiblement à amener cette posture de ne pas être un vendeur à l'état de l'art. Ouais. Et donc, c'est pour ça que le pitch, on l'écoute, mais j'ai jamais pris de décision pendant le pitch. Parfois, j'ai pu être super excité, ça, il se passe rien. Et puis inversement, donc c'est un passage qui est obligé, mais tout va se jouer après en réalité. Même si évidemment, des éléments du pitch vont faire partie de l'addition, mais c'est pas du tout le moment critique en fait. Et donc, sur quoi repose ta décision?
Ça va être vraiment basé sur l'étude des signaux faibles du porteur ou des porteurs de projet. C'est-à-dire, est-ce que la personne, quand on la pousse un peu dans ses retranchements, est-ce qu'elle va garder son calme? Est-ce qu'elle va être capable de répondre posément aux questions, apporter des arguments? Est-ce que j'ai le sentiment qu'elle écoute? C'est-à-dire qu'elle a compris ce que je lui demande? Parce qu'il y en a, ils sont tout le temps, en fait, quand on va les challenger, dire « Attends, est-ce que tu es sûr de faire comme ça ?» Ils vont tout le temps être dans la contradiction, dire « Non, 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 en fait, c'est comme ça. Non, non, c'est comme ça. » Et donc là, on se dit « Oula, c'est compliqué, j'ai peut-être pas envie de bosser avec quelqu'un qui n'écoute pas. » Il y a les aspects, est-ce que c'est un professionnel? Est-ce qu'il connaît ses chiffres? Est-ce que quand je pose le taux de marge, est-ce qu'il est capable de répondre? Surtout qu'il sait très bien ce qu'on va lui poser comme question. Ce n'est pas comme si on le prenait par surprise. Et pour autant, il y a des gens, ils arrivent sur le plateau, on leur pose des questions, alors le chiffre d'affaires, ils connaissent, mais on va leur dire c'est quoi la marge nette? Ils ne savent pas, quoi. Parce qu'en fait, ils ont appris que la marge brute. Et bon, donc là, on se dit que c'est des gens, en fait, ils ne sont pas allés au bout. Et puis après, il y a tout ce qu'on appelle le savoir-être, parce que renvoie la personne, parce qu'on sait qu'on va devoir passer du temps avec le porteur de projet, la porteuse de projet. L'homme pèse à quel pourcentage dans ta décision? C'est 80-90%. L'homme? Ouais, enfin, ou la femme. Hein. Oui, l'humain, la personne, voilà, oui. C'est sûr, surtout qu'on est quand même, encore une fois, dans des projets qui sont au début de l'aventure. Et plus le projet est avancé, parce que si un projet dit, bah ouais, moi je fais 2 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 15% d'EBITDA, bon, on se dit, ok, là on va prendre plus en compte quand même, on est obligé de prendre en compte les résultats. Alors que la personne est au début, elle a fait 1 an, 2 ans de chiffre d'affaires, c'est poussif. Bon, on va quand même plutôt regarder les porteurs de projets et donc ça va jouer un rôle important. Parce que, encore une fois, ça va être à leur capacité de se dire, est-ce que cette personne, avec tous les problèmes qui vont arriver, est-ce qu'elle va s'écrouler au premier problème? Est-ce qu'elle va lâcher l'affaire? Est-ce qu'elle est là pour les bonnes raisons? Et de comprendre aussi ce qui l'anime, ce qu'elle veut, pourquoi elle veut un investisseur aussi. Donc c'est vraiment comprendre l'alignement, comprendre la personne, et donc c'est vraiment essentiel et fondamental. Et donc il m'arrive parfois, souvent, d'investir dans des projets, des fois où je me dis, en fait, je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas, mais je fais confiance à cette personne, j'ai envie, je me dis, cette personne, elle va y arriver. Et donc, je ne vais pas me dire, ok, c'est de la tech, c'est pas de la tech, c'est machin, ça je fais pas. Évidemment, parfois, il y a des trucs qui ne m'inspirent pas du tout, et même si la personne est géniale, je me dis, non, ça quand même, j'ai vraiment pas envie de m'emmerder avec ça, mais la personne, c'est essentiel. Et si tu dis 90% sur un nouveau projet, sur un projet plus établi, tu ramènes le ratio à quelle hauteur? Il y a un moment, ça tend vers 30%, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une boîte, à la limite, ça peut être même 0. C'est-à-dire que tu regardes plus que pro, tu dis… Non, mais tu vois, tu dis, ok, ça crache, machin, bon… Après, évidemment, si tu dis qu'il y a 2 débiles à la tête, tu vas commencer à te poser des questions, mais à la limite, tu dis, bon, qui suis-je pour dire que c'est des débiles? Je savais qu'on nous choperait une fois. Tu vois, mais tu vois, donc à un moment, tu te dis, en fait, ça a moins d'importance. Mais là c'est vraiment le cas extrême, tu vois. Tu prends la réussite totale, tu vois. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme dernière question? On arrive sur la fin. Vas-y, Vince. On a le micro. Juste deux questions si c'est possible. Allez, vas-y. La première, pourquoi avoir choisi la France pour refaire cette aventure-là, Ledger? Et la deuxième, plus technique, pourquoi que le Bitcoin? Alors on ne fait pas que le Bitcoin, on fait tout. Ah oui, d'accord, ok. Je parle beaucoup du Bitcoin parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. D'accord. Sinon, ça marche avec toutes les cryptos. Pourquoi la France? Parce que pour m'être expatrié 10 ans, en fait, je sais que j'aime la France finalement. Je suis revenu parce que la baguette, le camembert, tout ça, ça me manquait. Hein, j'en pouvais plus vraiment. Et en fait, on s'est vraiment battu pour rester en France, pour lever des capitaux avec des Américains, mais pas flipper la boîte. C'est-à-dire, on a une filiale à San Francisco, mais jamais on a voulu mettre le siège à San Francisco. Et en plus, tout ce qu'on fait est basé sur une technologie française de la carte à puce. Donc ça avait vraiment du sens de rayonner dans le monde entier avec cette technologie. On avait envie de créer de la valeur en France, et même, on est allé plus loin, on a réindustrialisé en France. C'est-à-dire que l'usine aujourd'hui qui a fabriqué les millions de nos produits, elle est à Vierzon, dans le Cher. Et je peux vous dire que pour convaincre les Américains, le board des Américains, de leur dire on va créer une usine en France, dans une ville communiste, c'était pas gagné. Hein. Et pourtant, on l'a fait parce que pourquoi? Parce qu'à la fin, quand tu regardes ce que fait une entreprise, de la responsabilité sociale d'une entreprise, si on veut, c'est de créer de la valeur locale.
C'est-à-dire que moi, si on me demande de quoi je suis le plus fier en fait de Ledger, c'est pas d'avoir fait une licorne, c'est d'avoir créé une usine à Vierzon, d'avoir créé 100 emplois là-bas. Parce que c'était un bassin industriel complètement ravagé. Et tu peux modifier le destin d'une ville, tu vois, de cette façon, de redonner la fierté à ses habitants, de recréer en fait une dynamique positive. J'ai installé une école de développeurs là-bas. Maintenant, il y a aussi un incubateur de start-up. Il se passe des choses, le centre-ville se repeuple. Et là, tu as un impact en fait. Tu as un vrai impact sur quelque chose. Et donc, c'est ça aussi, ce qu'on regarde, c'est pas juste faire de l'argent. Enfin, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on construit. Et donc, c'est pour cette raison qu'on est resté en France et qu'on continue d'être en France parce qu'on a envie de créer quelque chose de local et de contribuer en fait au développement social. Je pense que... Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.